Bien le bonsoir, chers auditeurs, et bienvenue dans l'épisode 1 de U-Chronicles. Dans cet épisode, je vais vous présenter le scénario du mode Kaiserreich, qui présente un monde où l'Allemagne a gagné la Première Guerre mondiale. Bien que le scénario parle de la Première Guerre mondiale, nous n'allons pas commencer en 1914. En effet, Kaiserreich ne diffère de notre monde qu'à partir de 1917. Nous allons donc naturellement commencer à partir de cette date-ci. Mais tout d'abord, un peu de contexte. En 1917, l'Europe est enlisée dans une guerre sanglante, opposant les empires centraux aux forces de l'Entente. La Russie est en pleine crise politique, les troupes allemandes sont en France, et les États-Unis envisagent une intervention en Europe pour soutenir l'Entente. Nous commençons donc le 8 janvier 1917. C'est à cette date que le Kaiser refusa de reprendre la politique de guerre sous-marine visant à abattre les ravitaillements ennemis, et ceci contre l'avis de ses généraux. De l'autre côté, le tsar de Russie est forcé d'abdiquer en mars, et un gouvernement provisoire est mis en place sous la direction d'Alexandre Kerensky. Celui-ci sera cependant vite mis à mal par les bolcheviks, dirigés par Vladimir Lénine, qui entameront une guerre civile. Dans le même temps, une offensive est menée par les Autrichiens dans le nord de l'Italie. Celle-ci s'arrêtera aux portes de Venise suite à une résistance de dernière minute de la part des Italiens. Les Ottomans aussi reçoivent un coup dur. En effet, les forces britanniques, aidées par des rebelles arabes, s'emparent des villes de Bagdad et de Jérusalem. Mais en décembre, les Britanniques commirent une terrible erreur. Ils coulèrent par mégarde un navire américain se dirigeant vers l'Allemagne. Cet événement a eu un grand impact auprès de la population américaine, conduisant à un arrêt partiel du blocus qu'imposaient les États-Unis à l'Allemagne. En mars 1918, c'est la fin des hostilités entre les empires centraux et la Russie. Les bolcheviks signent en effet un accord avec l'Allemagne lancé dans la Finlande, les États baltes, la Pologne, la Biélorussie et l'Ukraine. Cet accord est connu sous le nom de traité de Brest-Litovsk et permet de rapatrier les troupes du front de l'Est pour qu'elles aillent combattre en France et en Italie. Les deux camps lancent également chacun une offensive. L'Entente tente de briser les lignes allemandes et de les repousser hors de France avant l'arrivée des renforts venus de l'Est. Mais cela sera un échec. Quant aux empires centraux, ils lancent l'opération Teutoberg, visant à attaquer les forts frontaliers grecs. L'opération sera une réussite grâce aux tactiques d'infiltration et forcera le gouvernement grec à se rendre. Du côté de l'Empire ottoman, cependant, les choses se passent plutôt mal. Les Britanniques ont encerclé et neutralisé une grande partie des troupes ottomanes et pris la ville de Damas. Seule une intervention allemande empêcherait une invasion d'Anatolie. En Russie, les forces de l'armée blanche, c'est ceux qui sont restés loyaux au gouvernement, subissent une défaite majeure dans les steppes du Kouban face aux armées rouges. Eux, c'est les bolcheviks. Mais ceux-ci subissent également un coup dur. En effet, Lénine est assassiné par la socialiste Fanny Kaplan. Du côté de l'Autriche, l'empereur émet le Volker Manifeste, suite aux tensions grandissantes au sein de l'Empire. Ce manifeste promet de permettre une autodétermination des peuples constituant l'Empire une fois que la guerre serait terminée. Enfin, pour la fin de l'année, le général Kolchak lance un coup d'État soutenu par les Britanniques et unit les armées blanches qui étaient en proie à de nombreux troubles internes. Le 2 mars 1919, les Allemands lancent une offensive décisive. Ils attaquent dans le sud de Verdun en utilisant les mêmes tactiques que lors de l'attaque de la Grèce. Nancy tombe le 16, et le 26, une attaque sur Reims sépare les forces de l'Entente en deux. Enfin, une dernière offensive sur Château-Thierry oblige les troupes françaises à se replier dans le sud et permet aux Allemands d'entamer le siège de Paris. Une offensive est également lancée en Italie par les forces autrichiennes et allemandes le 11 mars. Rapidement, les villes de Vicenne et de Vérone tombent aux mains des empires centraux. Venise résiste jusqu'en juillet, mais le reste de l'Italie est laissé presque sans défense. Et finalement, Rome tombe le 1er août. L'Italie capitulera quelques jours plus tard, laissant la voie libre vers le sud de la France. À ce moment-là, dans le camp de l'Entente, c'est la débandade. Les Britanniques commencent en juin l'évacuation de leurs troupes hors du territoire français. En France, l'armée est en proie à des mutineries, alors qu'un soulèvement venu des milieux ouvriers se prépare. De plus, Paris est sur le point de tomber, et Marseille est passée entre les mains allemandes en septembre. C'est face au dur constat qu'ils ne pourraient plus gagner cette guerre que le gouvernement français capitule le 4 octobre. Un mois plus tard, un cessez-le-feu entre l'Entente et les empires centraux est signé à Copenhague, mettant fin aux hostilités. Cependant, la guerre ne prend réellement fin que lors de la signature du traité de Versailles. Alors voilà les différents termes du traité, je vous laisse les lire, n'hésitez pas à mettre pause si vous trouvez que ça va trop vite. Bien, si vous avez tout lu, dans ce cas, nous pouvons reprendre. Et oui, car bien que la guerre soit finie, de nombreux troubles internes sont toujours présents. En France, la CGT déclare une grève générale suite à l'humiliante défaite française. Cette grève dégénère par la suite en guerre civile. Les communistes lancent une série d'attaques envers le gouvernement
et commence à lever une véritable armée révolutionnaire. Le gouvernement finit par s'exiler en Algérie sous la direction du maréchal Foch, tandis que les révolutionnaires déclarent la Commune de France. Dans le nord de l'Italie, ce sont des nationalistes et des syndicalistes qui se soulèvent et commencent une guerre civile. En Russie, les armées blanches coupent leurs liens avec les anciens États de l'Entente. Ils repoussent les armées rouges de Pétrograd et gagnent une grande bataille dans la Baltique. En 1920, les guerres civiles touchent à leur fin. En Russie, les armées blanches finissent le siège de Moscou et les communistes sont forcés de se rendre. Un gouvernement provisoire est de nouveau mis en place et celui-ci se verra obligé d'accepter le traité de Brest-Litovsk que les Allemands avaient conclu avec l'armée rouge, de peur d'une action punitive de la part du Kaiser. C'était également la fin de la guerre en Italie, les choses rentrant à la normale après une intervention militaire autrichienne. En 1921, l'empereur autrichien réunit le Conseil impérial et annonce vouloir aller de l'avant avec la politique d'autodétermination nationale dans l'Empire. Au Portugal, un coup d'État est lancé et restaure la monarchie. En Grande-Bretagne, l'État irlandais est finalement instauré le 1er janvier 1922 après 5 ans de conflit avec le gouvernement anglais. Et fin 1923, un soulèvement syndicaliste met en place la commune de Melbourne en Angleterre. Le roi George V ordonne la répression de la commune. En Russie, un coup d'État tente de placer le général Kolchak à la tête de l'État. Cependant, le coup ne reçoit que peu de soutien et Kolchak est obligé de se réfugier à Vladivostok, où il accepte un traité avec le Japon, créant la République de Transamur en tant qu'État satellite nippon. De plus, suite au coup d'État, les Cosaques se mutinent et créent la République du Don-Kuban. La même année, l'Australie et la Nouvelle-Zélande fusionnent et forment la Confédération australasienne. Au Royaume-Uni, une grève du charbon dégénère quand les troupes du gouvernement entament le massacre des mineurs en grève. La Royal Navy commence une mutinerie et l'armée se retire, forçant le gouvernement à s'enfuir au Canada et permettant à une coalition de gauche de prendre le pouvoir, formant l'Union de Grande-Bretagne. Cela entraîne l'effondrement des colonies britanniques. Au Moyen-Orient, les possessions britanniques sont séparées entre l'Égypte, les Ottomans et les royaumes de Nejd. L'Espagne, quant à elle, récupère Gibraltar. En Asie, la Birmanie devient un royaume indépendant, alors que le dominion indien se sépare en 3 États. Un communiste à l'est, appelé la commune de Bharatiya, un toujours sous contrôle anglais au nord, et un dernier formé par la coalition des princes indiens. Enfin, en Amérique, les possessions dans les Caraïbes sont sécurisées par la Royal Navy et forment la Fédération des Caraïbes, tandis que le Canada accueille la famille royale et le gouvernement en exil. Du côté de l'Autriche, une insurrection parrainée par la Serbie envahit le sud de l'Empire, forçant l'empereur à créer un nouvel État croate sous tutelle autrichienne pour lutter face à la révolte. En Chine, une nouvelle guerre civile fait rage entre les partisans de la République et ceux de l'Empire. L'Allemagne interviendra dans le conflit en faveur des impériaux en échange d'une grande partie du territoire du sud de la Chine. À la fin de la guerre, l'empereur rétablit au nord, tandis que les opposants fuient dans les provinces du Yunnan ou en Mandchourie. L'Allemagne dirige le sud de la Chine par le biais d'un conglomérat d'entreprises, et le Japon, quant à lui, établit un état satellite en Mandchourie appelé le gouvernement du Fengxian. À partir de là, il n'y a plus trop de grands événements. Mais on peut tout de même parler de la fusion du Guatemala et du Salvador, la révolution syndicaliste au Chili, ou encore de la formation des Provinces-Unies centra-américaines. Le scénario s'arrête en 1936 alors que le monde commence sa descente aux enfers. La Commune de France s'enhardit de plus en plus face à l'Allemagne, les gouvernements français et britanniques en exil planifient leur reconquête, tandis que la Russie et le Japon ont tous deux des intentions expansionnistes. Comment cette situation cauchemardesque finira-t-elle ? Eh bien, c'est à vous d'en décider. Et oui, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, Kaiserreich est un mode du jeu Hearts of Iron 4. Vous pouvez donc jouer au jeu dans le monde de Kaiserreich et incarner une nation de 1936 à 1948 et découvrir un tas d'événements qui seront aléatoires et qui pourront déterminer la suite du scénario. Voilà, j'espère que ce premier épisode du Chronicles vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, justement. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao!